Et bonsoir à tous, bienvenue dans Amoral Politique, votre émission où on parle de politique sans morale. Ouais, aujourd'hui c'est l'émission du sel. Avant le sel, merci à Jordan pour son dernier short que vous avez pu avoir en avance, que j'ai mis sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à le partager, faites-vous plaisir. En plus, il reste en tête. Bon, on va attaquer. Pour ce soir, on commence tranquille. Comme d'hab, Interville-Dusbeul. Ensuite, si tu veux, j'ai du sucre pour aller avec le sel, ouais. Difficile de mettre la morale en côté. Ah ouais, tu vas voir, ça va être terrible. Donc, on commence par les Interville-Dusbeul. L'inflation et quelques autres trucs de gros rapaces. Ouais, là aussi, on va commencer par une bonne dose de sel aussi. La manif du 1er mai, les réactions qu'on a eues derrière. Ouais, magnifique. On a ma future meilleure amie, qui a parlé et qui a plein de choses à dire, vous allez voir. Mais je vous en parle, depuis très longtemps de ma future meilleure amie, hein, la responsable des lieux de privation en France. Et après on va parler d'un autre sujet, les prochaines manifs, les prochaines choses qui vont se passer au niveau législatif. Ce n'est pas très, très, je n'ai pas entendu ce qui se passe, pour le 1er mai. Tu vas voir, tu vas voir. Mais ouais, on va parler de pas mal de choses. Alors, pour commencer, tranquille. Interville-Dusbeul, depuis lundi. Alors, on est dans du classique. Nous avons en premier lieu, nous avons aujourd'hui Sainte qui a accueilli Emmanuel Macron, Olivier Dussopt et Pape Ndiaye, si je ne me trompe pas. Donc ça fait un triple. Est-ce qu'on multiplie les choses entre eux? On verra enfin, c'est les Intervilles-Dusbeul qui vont décider. Le site n'a pas trop bougé, donc je ne vous le montre pas, hein. De toute façon, vous savez où le trouver. 100 jours de sbeul.fr, comme d'habitude. Donc les manifestants, parce qu'il y avait un blocus anti-casserole 300 mètres autour du lycée où arrivait le président, les manifestants sont passés par les voies de chemin de fer. Et ils ont essayé de couper le courant, mais Macron se trimballe toujours avec les groupes électrogènes portatifs. Donc ils ont coupé le courant, mais ça n'a servi à rien. Macron a quand même pu faire son discours. Et il a dit plein de choses super drôles. Je les aurais bien montrées, mais j'étais concentré sur autre chose. Vous allez voir, vous allez adorer. Ensuite, plus tôt dans la semaine, nous avons eu, que je vous le retrouve, monsieur Stanislas Guerini, donc ministre de l'Action des Comptes Publics, qui s'est fait légèrement, comment dire, qui s'est fait légèrement accueillir dans un centre commercial. Bref, il est allé en déplacement et il y a quelqu'un qui a décidé de jouer tout seul avec son petit porte-voix et autres. Et donc, résultat, il l'a interpellé en direct, comme ça. Et Interville 2023, Interville Macron, action géniale en solitaire, c'est validé, ça marche, c'est comptabilisé. Au-delà de ça, on peut noter que Dussopt, il n'en est pas à son premier jour d'affilée de casserole, parce que hier, il se faisait déjà accueillir à Paris par une casserolade. Rien que du classique. Les bases sont bonnes, les bases sont posées, c'est valide, ça joue. Donc, deuxième jour d'affilée pour Dussopt. Tout va bien, c'est comme ça qu'il faut les accueillir. Barricade enflammée à Nantes. Et devant un lycée, ils ont décidé de... Allez, on met une barricade, on fout le feu. Mais, il y a un petit truc, c'est que le gouvernement, hein, comme d'habitude, il y a les manifestants qui font quelque chose, le gouvernement qui essaie de se mettre à niveau. Et là, ils se sont mis à niveau.
ils veulent interdire les barricades, un délit de construction de barricades. Et comme l'a très bien dit Interville Macron, sans barricades, la France serait toujours une monarchie. On commence le sel à peine à ce niveau-là. Là, c'est vraiment le. Ça commence à attaquer un peu, mais c'est encore que du classique. Le gouvernement essaie de faire quelque chose et enfin, les manifestants font quelque chose, le gouvernement essaie de répondre. Bon, il y a pas mal de fois où il s'est fait avoir. Oui, on est presque une monarchie, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, comme disait l'autre. Donc voilà, les manifestants sont arrivés avec des casseroles, le gouvernement a mis des arrêtés anti-casseroles, ça a été retoqué, bon, échec du gouvernement, enfin les manifestants se rassemblaient vraiment beaucoup, donc résultat, c'est des lois antiterroristes qui ont été utilisées, ça a été retoqué. Le gouvernement a mis en place des drones pour surveiller les manifestations. Bon, c'est con, vous voyez rien en drone quand vous avez un nuage de lacrymo quand même. Voilà, mais c'est encore du classique, hein, c'est tout à fait normal. Sérieux, les lois anti oui, 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 on en a parlé, la dernière fois, c'est des lois antiterroristes qui étaient utilisées pour interdire les rassemblements avec des casseroles et bon, ben, ça a été retoqué je sais pas combien de fois, à chaque fois qu'ils faisaient un arrêté préfectoral comme ça, le tribunal administratif disait, «Lol, non». On s'en fout et ça marche pas, c'est pas il y a pas de risque terroriste. Et l'équipe, gouvernement, elle a un autre problème, c'est qu'elle a un taux d'échec, sur ses gardes à vue, sur les poursuites à la fin des gardes à vue. Donc, là, vous voyez, on a le chiffre pour, qui est tombé aujourd'hui, oui. 62 des gardes à vue à Paris, lors des manifestations, se sont soldés à classement sans suite. Là 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 et tellement, tellement dommage, hein, ça mais il y a certaines institutions qui se posent quand même la question, hein, parce qu'il y a plein de gardes à vue qui sont ordonnés et qui se soldent sans rien. Il y a des soupçons de garde à vue, préventive, ce qui n'est pas légal. Mais on en reparle plus tard avec ma future, peut-être pas meilleure amie, mais pas loin, pas loin. Ensuite, on va commencer le sel. On va commencer le sel très fort parce que on va parler de l'inflation. Comme d'habitude, ça fait partie des points qui sont, récurrents dans nos émissions, et qui asticotent, qui font en sorte que les manifestations se passent pas forcément au mieux. Donc inflation, vous avez ceci. Le prix moyen hors taxe de l'essence dans les pays de la zone euro est revenu à son niveau de fin février 2022. Mais en France, il est encore 16 plus élevé qu'avant la guerre en Ukraine, grosso modo, ce qui avait fait monter les coûts. La France est le seul pays d'Europe dans ce cas-là. Donc, interrogé, le patron de Système U évoque une reconstitution de marge et admet que la grande distribution ne cherche plus à tirer le prix des prix du enfin, ne cherche plus à tirer les prix du carburant vers le bas. Donc, c'est un prix de je vais le mettre de ce côté-là pour mieux vous le dire, parce que j'ai été un peu obligé de l'écrire pour bien résumer la chose. On a on a les on a certains qui ont de la thune, qui ont les moyens, qui gardent artificiellement le prix haut pour se remplir les poches. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout. Déjà qu'on a des problèmes, on a des problèmes de grandes surfaces qui préfèrent jeter leur surplus de nourriture que, de les vendre à plus bas coût parce que ça leur rapporterait pas assez. Ça aussi, j'ai trouvé un truc magnifique qui est ressorti aujourd'hui. Voilà, une vidéo où vous voyez des caisses et des caisses de nourriture qui ont été jetées. Donc 2 kilos de nourriture, par jour aux 3 millions de Français qui ont faim. Non, non, ils sont jetés. Donc
Ce problème de prix du carburant, c'est un problème qui touche toute la structure de distribution. Pour faire simple, enfin, ça explose, forcément le prix de l'inflation, enfin, ça explose forcément l'inflation. Parce que quand vous arrivez et que vous avez un produit, mettons, un abricot qui doit être transformé en jus, votre abricot, il est produit à un endroit, il est transporté jusqu'à la ferme, donc là, il y a une première fois le prix du carburant qui compte. Il est retransporté jusqu'au grossiste, puis du grossiste à l'usine de transformation, de l'usine de transformation jusqu'au reste. Bref, vous avez le prix du carburant qui est, compté autant de fois qu'il y a de transport et vous avez des gens qui, plutôt que de se dire, «Ben, en fait, on va baisser parce que voilà, on va baisser, on s'est fait suffisamment de thunes là-dessus». Non, non, vous avez des gens qui vous disent, «Non, mais en fait, on préfère faire augmenter les prix de tous les produits», y compris d'eux-mêmes, hein, parce que c'est souvent même des supermarchés qui ont des stations essence, mais ils préfèrent gagner un peu d'argent sur, le prix de l'essence et se refaire des marges, plutôt que de faire baisser tous les prix. Parce que si vous faites baisser le prix du carburant, mathématiquement, il y a tous les prix qui sont touchés. Certaines grandes enseignes, pour éviter de donner des noms, mais la javel pour éviter que les SDF, oui, puissent, se servir, et je ne parle même pas des gars qui viennent au nom des Restos du Cœur vendre, oui, non, mais ça, normalement, c'est quand même encadré, hein, les Restos du Cœur, comment ils récupèrent, hein. Et oui, la javel dans les comment ça s'appelle? Dans les produits qui sont jetés, tout est ouvert, j'ai des potes qui sont obligés de faire les poubelles pour survivre. Ouais, ouais, c'est complètement hallucinant. Mais donc résultat, pour le carburant, vous avez toute la chaîne de distribution qui dépend du prix du carburant. Donc si vous faites baisser ou augmenter le prix du carburant, bah, ça impacte tout. Tous les produits sont concernés. Parce que tous les produits ont besoin d'être transportés pour arriver jusqu'à un supermarché. Je connais pas beaucoup de supermarchés qui se font livrer par train ou qui se feraient livrer autrement. Il y a peut-être, allez, allons-y, le marché de Rungis, c'est peut-être l'endroit où avant, puisque maintenant ça a été, supprimé, remis, il y avait une ligne de train qui arrivait directement, mais il y a besoin de transporter quand même, une partie du trajet, hein. Tout ne se fait pas en train en France. Et que va faire notre cher ministre du Renflement-Brun, hein, notre cher ministre de l'économie qui passe plus de temps à écrire des bouquins de cul qu'à travailler? Ben, il va probablement rien faire. Il va peut-être, allez, vas-y, il va demander, comme il a l'habitude de faire, il va demander aux grandes distributions de faire un effort, aux distributeurs de carburant de faire un effort. Mais non, il va pas le faire, réellement trop, pour une raison toute simple. Et je vous remets le screen de tout à l'heure parce que je l'ai coupé un peu à dessein. La France, seul pays d'Europe où le samplon 95 coûte encore 16% plus cher qu'avant la guerre. Pour rappel, près de 60% du prix payé à la pompe en France est constitué de taxes. Et il nous l'avait déjà dit, l'an dernier, quand il y avait des demandes de faire baisser le prix et de faire baisser les taxes. Ils disent, enfin, à l'époque, c'était 1 centime de moins à la pompe, c'était 10 milliards d'euros de moins dans les caisses de l'État. Vous calculez depuis 1 an et la hausse du prix de l'essence, même depuis les gilets jaunes et depuis la hausse du prix de l'essence, vous calculez combien de milliards et de milliards et de milliards ont atterri en plus dans les caisses de l'État. Donc, notre cher ministre du Renflement-Brun, qui voit arriver les taxes et qui se dit, bah en fait, ce serait quand même con de s'asseoir sur 10 milliards ou enfin plusieurs milliards en baissant le prix du carburant, il va rien faire. Par contre, c'est vraiment une vision court-termiste comme ils ont l'habitude de faire. Tout le reste de, de ce qu'on produit, de ce qu'on fait, dépend de ce prix du carburant. Et donc, arriver et dire, bah, en fait, on va pas baisser le prix, enfin nos rentrées d'argent sur cette taxe-là,
ça revient à dire, ben, tant pis pour, ce qui va mourir, toutes les entreprises qui vont mourir et qui pourront plus, assumer enfin et les personnes qui ne pourront plus assumer, leurs dépenses par des hausses de prix d'essence, hein. Parce qu'il y a déjà il y a plein de gens qui sont avec, quand même la grosse question: «Est-ce que je mange ou est-ce que je remplis le réservoir?» Non, non, lui, il va être en mode: «Mais non, parce que si on supprime, enfin si on baisse, on perd de l'argent». Bah oui, mais en fait, si tu baisses pas, ton économie, elle va juste s'effondrer. Mais il faut pas en demander à quelqu'un qui n'a pas de formation, économique et qui, il y a quelques années, ne savait même pas ce que c'était que, les taux d'intérêt, hein. CF, la dernière vidéo, la dernière émission où je vous ai montré les extraits du Canard enchaîné sur lui, où il y a quelqu'un qui lui dit: «Non, non, enfin, quand il était au ministère de l'économie, j'ai été obligé de lui expliquer le principe des taux d'intérêt et quel impact ça avait sur l'économie». Donc on va pas en attendre trop de monsieur, Bruno Demande, ministre du renflement brun, parce qu'il est pas capable de voir plus loin que le bout de son nez. Voilà, là c'est le début du c'était un peu de sel, c'est vous inquiétez pas, on va repartir sur un autre sujet qui est beaucoup moins énervant. Je déconne. Je déconne. Ouais, ouais, comment ne pas avoir peur? Non, non, la suite va être, tout aussi salée, sinon plus. Parce qu'on va parler de toutes les réactions qu'il y a eu au niveau de la manif du 1er mai. Alors, on a eu un peu de tout. On a que je vous donne tout ça, hein. On a, les violences des 2 côtés, je vous rappelle, avec notamment un tweet qui est arrivé un peu plus tard que je n'ai pas pu vous présenter. C'est, les journalistes qui sont, habitués habitués aux situations de guerre, qui disent, «Ah ouais, c'est super cool la France». C'est encore plus dangereux pour certains journalistes d'être en France que d'être dans des zones de guerre. Hein, comme, le montre ce tweet, le mec est reporter de guerre et a cofondé un des plus gros médias de partage de vidéos tournées par des reporters de guerre et c'est en France qu'il se fait tirer dessus. Et CF, la petite vidéo de Blast que je vous ai mis juste pendant la le début du stream, vous comprenez que, les journalistes ont peur. Ensuite, nous avons je respire un peu, ne vous inquiétez pas. Nous avons le RN qui a parlé avec, madame, Marine Le Pen, qui a décidé de défendre les forces de l'ordre qui subissaient des violences. On a vu, ils ont pris très cher lundi. Sauf qu'elle, défend les forces de l'ordre contre les violences et comme le dit la petite réponse juste en dessous que j'ai beaucoup appréciée, pointer les manifestants alors que c'est Macron le pyromane. Voilà, c'est toujours le même problème chez nos responsables politiques. Ils sont en train de se rejeter la faute, les uns sur les autres, alors que ni, le RN ni, la NUPES n'a de possibilité réellement d'agir, là-dessus, hein. Ça fait quand même un certain moment que, je vais pas dire on les écoute plus nos partis politiques, mais quand même c'est pas non plus le truc, enfin, s'ils demandent quelque chose, en général, on les écoute, moyennement. Alors, il y a pas que le RN qui a fait cette association. Il y a, monsieur Abdoulaye Kanté qui est un policier, mais qui s'exprime quand même malgré le fait qu'il n'ait pas le droit de donner son avis normalement, bref. Heu, Mélenchon qui, disait que c'était la faute de Darmanin, ce qui est un tout petit peu mieux que Le Pen, hein, c'est Darmanin et c'est, Macron ensemble puisque les 2 sont responsables. Il y en a un qui met, de l'huile sur le feu et il y a l'autre qui fait sonner pas les baïonnettes, mais on y sera bientôt et les flics qui sont en train de dire: «Non, mais c'est la faute de Mélenchon» et Mélenchon qui dit: «Non, c'est la faute de Darmanin». Bref, ça se renvoie un peu la balle. Dans tous les cas, c'est comme je l'ai dit la dernière fois et comme le dit très bien le dernier short que nous a fait notre cher Jordan, c'est quand même des prolétaires qui tapent sur des prolétaires, et au final, c'est toujours Macron qui fout le feu. Pour Darmanin, parce que lui aussi, il s'est exprimé, bah, c'est la faute de Jean-Luc Mélenchon.
Bah, oui, fallait pas que ce soit de la sienne, hein, c'est pas le ministre de l'intérieur qui est responsable des violences, des policiers sur les manifestants et de comment les manifestants peuvent réagir à la violence que mettent les policiers. Les 2 se répondant et c'est pas forcément quelque chose moi je suis contre les violences, dans ce cadre-là, mais ceux qui foutent le feu, ça me paraît quand même culotté de dire que c'est un responsable politique qui n'est même plus élu et qui, disparaît de plus en plus de la scène médiatique, hein. Il est plus élu, il fait quasiment plus rien comparé à avant. Dire que c'est lui, quand même, je trouve que c'est un peu ironique. Alors il y en a un autre, dont j'ai aperçu le tweet, mais je me suis laissé avoir au départ. C'est, George Kuzmanovic qui, quand on lit simplement la citation, par rapport au Black Bloc, il dit: «Ils servent à casser le mouvement social, ce sont des petits criminels, souvent des enfants de bourgeois». Alors, George Kuzmanovic, président de République souveraine, ouais, bonne question. George Kuzmanovic, président de République souveraine, un parti souverainiste, d'origine de gauche, parce que c'est l'ancien, conseiller, aux affaires étrangères de Mélenchon, justement. C'est quelqu'un qui dit que, de toute façon, il faut que la France reprenne un peu de sa souveraineté. Normalement, il est à gauche, il se fait traiter de rouge-brun par toute la gauche un peu non souverainiste, que du classique. Mais c'est pas non plus complètement débile. J'ai vu l'intervention en entier. Heu, il disait pas ça parce qu'il fallait pas que les Black Blocs aillent taper sur, les forces de l'ordre. Il en a pas parlé. Il a parlé de ça parce que à la dernière manif, donc celle du 1er mai, les Black Blocs ont décidé d'aller taper sur le stand du PCF, du Parti communiste français. Lundi, je vous disais, pour ceux qui étaient là évidemment, mais lundi, je disais que les dissensions entre la gauche et la droite sont parfois moins fortes et moins violentes, il y a moins de haine entre la gauche et la droite que dans la gauche elle-même ou dans la droite elle-même. Là, nous avons des gens, donc les Black Blocs, qui arrivent et qui sont allés casser la gueule d'autres d'autres partis de gauche. Et vous avez quelqu'un qui est très très fort sur Twitter pour raconter un peu n'importe quoi, un Mondrian, qui en fait défend les Black Blocs qui sont allés casser la gueule des membres du PCF. Waouh, c'était magnifique. Au final, je crois qu'il y a 3 blessés. George Kuzmanovic parle de 3 blessés, donc un des grands responsables du PCF et 2 militants âgés. Les Black Blocs sont allés envoyer à l'hôpital 2 personnes âgées. Ouais, il a très, très mal tourné. Avec, évidemment l'excuse que vous verrez en bas: «Oh non, ces gens connus pour attaquer les symboles capitalistes, impérialistes et autoritaires nous attaquent nous, ça n'a sûrement aucun rapport avec les idées les dog whistle», donc les appels du pied, puisqu'il n'est pas capable de parler français, les appels du pied racistes, les constants crachats sur la gauche et la défense des flics, ouvrez la sécurité de Roussel. Bon, premièrement, ben, les flics, c'est des prolétaires comme les autres et il faut les traiter, bah, comme des prolétaires qui obéissent à un système capitaliste, si on veut faire un peu d'idéologie. Et deuxièmement, ben, si les Black Blocs passaient un peu plus de temps à taper sur, la droite et l'extrême droite, enfin le temps qu'ils utilisent à taper contre les membres de la gauche, ils pourraient l'utiliser pour taper contre les membres de la droite, hein. Taper sur des petits vieux, je leur dirais, monter dans la mouvance woke, c'est presque normal, ouais, normal. Mais qu'ils aillent, non, de toute façon, je vous ai dit, il faut pas le faire. Il ne faut pas mettre de superglue dans les serrures des permanences des députés, LREM. Ce n'est pas à faire, hein, ce n'est pas bien. Mais je préfère encore qu'ils aillent faire ça plutôt que, d'aller taper des petits vieux.
surtout des petits vieux de gauche. On sait que les petits vieux, ils en ont quelque chose à foutre de saucissons, viande, vin, tout ça, qui ont fait réagir un Mondrian. Non, mais enfin, c'est pas les petits vieux militants qui vont appeler à rejoindre l'extrême droite. Eux, ils sont à gauche parce qu'ils sont à gauche depuis beaucoup trop longtemps. Ils vont pas changer. Ils sont à gauche. Et donc, résultat, vous avez des gens qui légitiment d'aller taper sur ces militants-là. C'est probablement les moins dangereux possibles. Des membres du PCF âgés. Qu'est-ce que c'est pire c'est le pire contre son camp qu'on peut faire, hein. Et puis, il faut effectivement pas demander à l'extrême droite ou à la droite de soutenir les prolétaires qui en prennent plein la gueule, hein. Ah là 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 là. Bon, voilà, vous voyez le niveau de sel, Ouh, on va redescendre tranquillement. On va redescendre tranquillement parce que nous avons quelqu'un qui a noté, enfin, qui a noté quelque chose de drôle par rapport à la dernière manif, parce qu'il y avait des molotovs qui ont été utilisés contre les forces de l'ordre, qu'on a dénoncé ici, hein, quand même, il ne faut pas assassiner les gens. Mais on note une toute petite subtilité. Les molotovs, eh ben, c'est pas toujours si mauvais pour certains, parce que les molotovs qui ont été utilisés donc, à Kiev en 2014 contre les forces de sécurité, c'était très bien. Les molotovs utilisés à Hong Kong par les manifestants, c'est très bien. Mais sitôt que c'est en France, il faut absolument dire que c'est pas bien. Si vous êtes en France, le molotov, c'est pas bien. À l'extérieur, ça va, ça peut se défendre. Mais sur le territoire français, il doit y avoir une jurisprudence qui dit que c'est pas bien. Oui. Ensuite, on va parler du comptage des points, hein, parce qu'on a les Interville-Dusbeul qui comptent les points du mieux qu'ils peuvent. Ils font comme ils ont envie. Heu, Sachant que, bon, ben, là, ils sont un peu flippés. Ouais, les Molotov contre les communistes. Bah, Molotov, communistes, ça marche. Donc, les militants comme d'habitude, hein, vous avez les militants qui essaient de faire un truc, le gouvernement qui fait un peu plus. Et donc, résultat, ils refusent de compter les points, hein. Des blessés à Nantes, donc, un œil touché. On sait pas j'ai pas réussi à trouver exactement dans quelles conditions c'était, même si j'ai vu passer l'info, donc je vais pas trop en parler. Par contre, la main déchiquetée, heu, on doit utiliser quoi contre la droite? Son cerveau, et pareil contre la gauche visiblement. Donc la main déchiquetée, par contre, c'est bien une grenade qui a été lancée par les forces de l'ordre visiblement. Mais pas d'enquête. Allez, si c'est pas compté, s'il y a pas d'enquête, ça compte pas dans les points, hein? Donc on a un arbitre, enfin on a des arbitres comme ça, des comptages qui sont pas les mêmes, c'est pas franchement, heu, la compétition est compliquée. Les points ne sont pas comptés partout comme il faut, et il y a des trucs qui manquent. Et on a même un autre petit problème. Tout ouais, c'est pas juste monsieur l'arbitre, mais attends, tu vas voir le prochain truc, parce que lundi, j'avais parlé d'un article du Monde qui a peut-être légèrement changé de titre. Monsieur Propagande, que nous saluons ici, le titre: «L'escalade sécuritaire d'Emmanuel Macron est devenue police et préfet en première ligne». La phrase: «Le pouvoir exécutif multiplie les décisions à la frontière de la légalité quand elles ne sont pas illégales» a disparu. Donc même quand on compte les points, la censure est magique, parce que même quand on compte les points, eh ben, ils sont capables de les faire disparaître derrière, hein. «Non, attendez, vous revoyez votre copie. On enlève, on barre, on raye». Heureusement, nous avons pu voir, en entier tout ça, parce que déjà il y avait plein de captures d'écran qui se trimballaient, et aussi parce que peu importe à quel point ils veulent éviter de compter les points comme il faudrait, et il y a quelque chose de magique qui s'appelle la Wayback Machine sur, internet.
Quand vous allez sur ce site et que vous demandez tel ou tel site, ou tel, enfin vous mettez un lien internet et vous le mettez dans ce site, quand ils vous le demandent, et ben ils peuvent vous dire à quoi ressemblait l'article ou la page à tel moment, tel moment, tel moment. C'est pour ça qu'il y a des choses qui disparaissent un peu d'internet, mais en fait non, internet n'oublie jamais. Et c'est pas prêt, enfin ils sont pas assez compétents de toute façon pour arriver à juste passer ça. Ils sont encore à l'an 40, internet, ils découvrent juste. C'est des gens qui sont capables de vous dire: «Oui, mais il faut faire», ça me rappelle l'histoire de quelqu'un qui voulait partir de sa boîte et d'un mail puis qui a dit ça. Ouais, non, mais il y a plein de choses qui disparaissent. Ouais, 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 cette histoire magnifique. Mais, mais oui, non, nos responsables politiques, c'est encore des gens qui sont capables de vous dire: «Oui, pour aller, pour pouvoir, en France, accéder à tel site», genre, non, 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 on en parlera entre nous de ça. Mais, c'est des gens qui sont capables de vous dire, en France, pour pouvoir accéder aux sites pornographiques, il va falloir, montrer sa carte d'identité ou sa carte de machin et cetera. Ouais, super. Il y a quelqu'un qui, pourtant macroniste, mais qui avait réussi à faire une démonstration parfaite en 2 minutes 5 devant les sénateurs, il y a quelques années. Il avait montré quelque chose qui s'appelle le VPN. Et ceci n'est pas un placement NordVPN, hein, voilà, même s'ils sont d'accord, eh ben, qu'ils m'appellent et puis on s'arrange. Mais donc résultat, le VPN, c'est quelque chose où, même avec un VPN gratuit, vous pouvez arriver et dire: «Bah, en fait non, je suis en Allemagne». C'est Rico qui arrive, qui fait: «Attendez, je monte, tac tac, VPN, là, donc on va le faire comme ça, voilà, hop, on prend ça, je vous mets le VPN en direct». Oui, c'est CyberGhost VPN, on s'en fout. Je vous mets le VPN, voilà, et vous voyez, là, je suis en Allemagne. Et l'Allemagne ne va jamais demander quoi que ce soit pour aller sur tel ou tel site, va jamais demander d'authentification, donc votre loi ne sert à rien. Ça va juste faire en sorte que les gens apprennent à servir d'un VPN. Ce qui va être encore plus ridicule et compliquer les opérations de sécurisation informatique, même si, même avec un VPN, tout ne disparaît pas, mais, les gens vont juste apprendre à se servir d'un VPN, hein. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va sur un site porno, qui a envie de se toucher la nouille, est-ce qu'il va être limité par, il faut montrer sa carte d'identité? Oh non, 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 je vous garantis. S'il y a quelqu'un qui a envie de se toucher la nouille, il va trouver toutes les possibilités et tous les trucs pour pouvoir le faire. S'il est débrouillard avec internet, bah, il prend un VPN. S'il est pas débrouillard avec internet, bah, il y a le marchand de journaux. Ah là 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 là. Bon, ensuite, donc ça, on parlait des points qui changent et cetera. On va parler de ma future meilleure amie, une blague qui commence à revenir quand même pas mal depuis quelques épisodes. Hop. Ah oui, il faut que je vous le montre, c'est mieux. Mobilisation sociale contre la réforme des retraites, c'était connu et documenté par certains médias, c'est désormais officiel. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Elle, je vais l'adorer. Dès que je serai en tôle, je vais lui passer un coup de fil tous les jours. Elle dénonce une instrumentalisation des mesures de la garde à vue à des fins répressives. Arrestation arbitraire, interpellation violente, procès-verbaux incomplets voire défectueux, cellules indignes et fouilles en sous-vêtements dans un rapport détaillé. La CGLPL s'inquiète de voir que des principes fondamentaux du droit français et européen ne sont pas respectés. Et troisième partie, on a appris que des policiers expliquaient qu'ils avaient l'ordre d'interpeller des personnes sans avoir de raison, des arrestations préventives et arbitraires. C'est illégal, il faut que les dérives s'arrêtent, sinon je ne sais pas où on va. Non, non, sans titre, c'est pas une blague. Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. C'est un poste qui a été créé par madame Dati, si je me trompe pas. C'est quelque chose qu'on peut mettre à son crédit. Et petite information que j'ai pu trouver entre-temps, c'est que, cette personne, donc il faut que je retrouve le nom.
de l'actuel contrôle général des lieux de privation de liberté, elle est arrivée en poste en 2020. Donc théoriquement, c'est bien le pouvoir en place qui l'a installée là. Mais même elle, ça la choque. Comment vous dire? Quand même des gens qui sont mis en place par le pouvoir disent ouais, mais en fait, vous m'avez mis là, mais même ça, je peux pas cautionner parce que voilà. C'est que vraiment, vraiment, il y a quelque chose d'intéressant, hein. Même eux, ils peuvent pas. Au lieu de faire chier les manifestants, faudrait peut-être, je dis bien, s'occuper des voleurs, pédophiles ou autres. Ce serait pas mal cette priorité. Oui, non, mais de ce côté-là, on peut faire plusieurs choses en même temps normalement et surtout, c'est pas les mêmes brigades. Je vais pas demander à un membre de la BAC ou des voltigeurs d'aller, enfermer qui que ce soit. Et derrière le problème aussi qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que la, comment dire? Il n'y a pas que les forces de l'ordre qui ont un problème de comparé aux pédophiles, aux violeurs, hein, on va pas le dire trop fort. Il y a un petit souci qui s'appelle la justice. Encore aujourd'hui, doit faire 15 jours d'affilée que je vois passer ça. Il y a un pédophile qui a été reconnu coupable, etc. Il est ressorti avec 5 mois avec sursis. Il est ressorti libre du tribunal. Il y a un problème de justice et d'application de peine. Il y a des peines qui devraient être appliquées tout de suite, mais non. Il y a des mecs qui ont été pris avec 15 000 dossiers pédopornographiques des plus trash, ils sont pas mis en prison. Ils ont des trucs avec sursis. Vous vous rendez compte de la connerie du truc? Voilà, le sel est toujours présent. Et nous avons ouais, parce que, tout le monde s'inquiète un peu, hein, donc la contrôle général des lieux de privation de liberté, elle s'inquiète. Elle ne fait que rejoindre la liste donc de la Ligue des droits de l'homme, de l'ONU et de plein d'autres structures qui s'inquiètent. Et à l'Assemblée nationale, c'est pas mieux. Je préviens, si demain ça manque de sel, je vais faire oui, tout à fait. On va mettre mais il y a du sel, ne t'inquiète pas. Non, c'est pas celui-là. C'est, que je vous donne un petit truc qui vraiment est la quoi? Perso, je la connais pas, rassure-moi, mon agresseur. Oui, bah oui, oui, non, là, faut pas abuser quand même. Ce serait, si la justice était efficace, on le saurait. À l'Assemblée nationale quand même, il y a, aussi des déclarations qui sont complètement hallucinantes. Celle-ci, je vais même cacher une partie de ma tête pour que vous voyez bien tellement c'est n'importe quoi. Alors, je vous explique le contexte. Monsieur Arthur Delaporte qui s'inquiétait un tout petit peu de la violence des forces de l'ordre. Le ministre délégué, enfin le ministre qui répond, qui n'est même pas un ministre en rapport avec ça, qui répond dans mes fonctions de préfet, j'ai mis en application la théorie de la NAS avant qu'elle ne soit interdite. Je ne le ferai plus aujourd'hui. Mais elle est toujours appliquée, la NAS. Car elle permet d'éviter les débordements. Oui et de non, pas du tout. Elle permet de stresser les gens et de créer des situations de tension et donc des débordements. Mais je suis toujours, sur un chemin de crête entre l'expression et le désordre. Il peut s'en écarter d'un côté vers un côté ou l'autre, ce qui n'est pas bien, mais je vous demande d'accepter la responsabilité de force de l'ordre d'être sur ce chemin de crête entre la démocratie et la violence. Donc, grosso modo, les forces de l'ordre sont entre la démocratie et la violence. Voilà. Donc, à l'Assemblée nationale, on vous dit, oui, alors il y a la démocratie, mais il faut accepter que, il va y avoir de la violence et c'est les forces de l'ordre qui s'en chargent. On respire. Vous voyez comme, vraiment j'avais plein d'infos pour être calme ce soir. C'est à peine hallucinant ce qui est capable d'être dit dans notre Assemblée nationale. C'est d'une,
Non, c'est hallucinant. Ils sont hallucinants, ils sont terrifiants. Je vais racheter des mortiers, je crois. Ouais, ouais, ouais. Bah, tant que tu fais pas comme les Black Blocs, comme on a dit tout à l'heure, et que tu les envoies pas sur les vieux militants du PCF, ça ira tout de suite, hein, très bien. Tu vises bien autre chose que les militants. Qu'est-ce qui... Non, c'est bon. Ensuite, nous avons dit que on va parler de la prochaine manifestation. Au lendemain d'un mouvement très suivi pour le 1er mai, les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation le mardi 6 juin, 2 jours avant l'examen à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi du groupe Lyot visant à abroger la réforme des retraites. C'est le locataire de la place Beauvau, tout à fait, tout à fait. Alors, on va parler de cette magnifique proposition de loi du groupe Lyot pour abroger la réforme des retraites. Alors, à la base, je voulais faire un truc calme, je voulais faire un truc tranquille, je voulais vous parler, comme d'habitude, des mouvements, on parle plus ou moins bien, de plein de choses, on est tranquille, on est peinard, accoudé au comptoir. Mais non, en fait, cette nouvelle, enfin, il y a une nouvelle qui m'a un peu mis dans le mal et qui est en rapport avec cette future loi. La nouvelle qui m'a mis un peu pas dans le mal parce que je m'attendais à rien, mais quand même, c'est celle-ci. Le Conseil constitutionnel rejette le deuxième projet de référendum d'initiative partagée. Oui, 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 pour des fondements complètement hallucinants. En gros, des deux côtés, il n'y avait pas de raison de le placer comme ça, de le défendre de cette manière-là, le référendum, et le Conseil constitutionnel a donné une raison encore plus débile. Et cette nouvelle, et puis cette nouvelle de référendum d'initiative partagée qui est annulée, enfin qui est annulée par le Conseil constitutionnel, ça m'a un peu fait réfléchir sur la future loi que l'IOT veut faire passer. Enfin, l'abrogation de la réforme des retraites. Euh, Ça veut dire que je vais le faire tranquillement, je vais vraiment le faire poser, le faire le plus distinctement possible. Ça met en lumière que la tentative du groupe Lyot, c'est la dernière chance qu'on a d'abroger la réforme des retraites. Parce que, soyons très clairs, Macron n'est pas décidé à lâcher. Et ce qui accompagne ça, c'est que en fait, la population française commence à être dans un désamour avec le pouvoir et avec ses institutions qui est dangereuse. C'est très dangereux ce qui va arriver. Vous avez Nuit debout qui a échoué. Vous avez les gilets jaunes qui ont été réprimés, étouffés. Et là, le mouvement social pour la réforme des retraites, c'est inédit pour la plupart des manifestants. Ça tient quand même pas mal, c'est très rassembleur, plus que les mouvements précédents, les mouvements sociaux précédents, dont j'ai parlé. Heu, Est-ce que l'abrogation, enfin le fait que la proposition de loi du groupe Lyot, si elle passe pas, ben, est-ce que ça va faire s'effondrer ce mouvement social comme un château de cartes? Est-ce que ça va lasser les gens? En temps normal, je dirais assez oui. Mais aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est complètement différent. Vous avez des gens qui ne peuvent plus manger et qui voient les puissances baffer. On a bien vu, en plus, que leur nourriture qu'on pourrait leur donner est jetée. Ils voient de l'or et de la richesse partout, à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'Élysée. Les influenceurs, les footballeurs, les PDG, tous payés des milliers, dizaines, centaines, voire des millions d'euros par mois. C'est complètement hallucinant et on leur montre ça et derrière, on leur demande de se serrer la ceinture. On leur a demandé cet hiver de réduire leur chauffage.
comment vous pouvez demander ça? Vous montrez la richesse et vous demandez: «Serrez-vous la ceinture». Autant Zola, les mineurs, ils n'avaient pas une idée, vraie, enfin ils arrivaient à peine à voir l'opulence, de ce que les bourgeois avaient en face d'eux. Il n'y avait pas une énorme différence en réalité quand on voit aujourd'hui. Moins que, bah oui, en fait, quand vous avez un SDF et quand vous avez, n'importe quel jeune qui se balade dans la rue, ben, il a plus de richesse que ce que le bourgeois d'époque avait, face à un mineur. Autant de Ford, Henry Ford quand même, hein, celui qui a mis en place le Fordisme, enfin, le travail à la chaîne, tout ça. La différence maximale de salaire, c'était de 1 à 40. Aujourd'hui, le PDG qui a la plus grosse différence de salaire entre son employé le plus faible et lui-même, c'est un PDG d'une plateforme de télécommunication qui a un taux de 1 à 1900. Comment dire? Voilà. Et, et on a des riches qui ont jamais été aussi riches. Vous avez des gens qui peuvent vous chier des étrons dorés parce qu'ils bouffent de l'or comestible sur des steaks ou autres. Il y a des gens qui chient littéralement de l'or et on demande aux gens de serrer la ceinture et dans quelques mois, ça ira mieux peut-être. Voilà, on leur dit, on leur annonce que les prix vont continuer à monter pendant, tout l'été et peut-être, hein, Olivia Grégoire, notre ministre, de la consommation, je sais pas quoi, nous a dit: «Oui, à partir de septembre, ça devrait commencer à redescendre». Vous avez c'est ce discours-là. Vous avez des gens qui se baffrent et derrière: «Ah non, il faut vous serrer la ceinture, hein, il n'y a pas d'argent magique». Et justement, parlons de l'argent magique de Macron, parlons de notre cher, Roi, comme dirait l'autre. Les Il est probablement l'héritier d'une erreur, qui est faite depuis un certain temps et qui l'a empirée. C'est la volonté de tout contrôler et de tout cadenasser. Parce que, jadis, je vous parle d'un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître. Quand les foules étaient menées par des tribuns comme Jaurès, ou des groupes plus larges comme, à la Révolution, le groupe qui a donné le Comité de salut public avec Danton, Robespierre et tous les autres, qui ont un peu fini raccourcis, mais c'est pas le problème. Tous ces groupes avaient l'avantage d'avoir un meneur ou des meneurs, des gens avec qui le pouvoir pouvait discuter. Un moyen de canaliser la foule, un moyen de discuter, de négocier avec la foule s'il faut. Là, nous avons quelqu'un qui ne veut pas négocier et qui en plus, à chaque, comment dire? Qui aujourd'hui, pour résumer, qui aujourd'hui, voudrait être meneur de mouvement social? Même les syndicats, ils sont en mode: «Non, non, non, on fait jusqu'à notre boulot, on va pas plus loin». Toute personne qui essaie vous avez vu ça dans les gilets jaunes? Toute personne qui commençait à avoir un brin de reconnaissance ou autre, il se faisait traquer. Les journalistes étaient, sur sa gueule pour savoir ce qu'il faisait, les renseignements étaient sur sa gueule. La moindre erreur, on lui faisait un déshonneur par association et puis, c'était un dangereux aujourd'hui un dangereux factieux. Merci, d'être dans la faction avec moi. Mais vous êtes, qui aujourd'hui serait prêt à prendre la tête d'un mouvement social? Vous avez une masse, vous avez une, une masse informe, violente, heu, sans tête. Comment vous faites pour traiter avec? Et en plus elle est sans tête, mais elle est revendicatrice. Elle veut des choses, elle les hurle et elle n'a pas de tête unique, elle a des milliers de têtes. C'est une hydre qui est affamée de nourriture qu'elle peut pas acheter et de démocratie qu'on ne lui fait même plus miroiter. C'est un truc voilà, ces revendications, c'est cette colère, cette violence,
est-ce il y a rien, il y a personne qui peut les canaliser et on croit que, enfin les dirigeants sont persuadés qu'elles vont refluer comme les précédentes crises sociales, que ça va aller, que tout va bien se passer. Mais, est-ce que c'est bien ça qui va se passer? Est-ce que, ça va refluer ou est-ce que la faim et la volonté vont continuer à faire vivre l'hydre que nous avons vu naître ce printemps? Voilà. Ah, on redescend tranquillement, ne vous inquiétez pas. Et derrière, au-delà de cette hydre, nous avons cette loi qui être présentée le 8 juin, qui est censée, contrer la réforme des retraites. Mais il faudrait que tout ça, hem, tout ça soit, enfin, ça ne compte, que si le pouvoir législatif, cède à la volonté de l'exécutif. Donc le pouvoir législatif, l'Assemblée et le Sénat se disent: «Bah, en fait, non, le danger, les revendications du peuple sont trop fortes et il faut pas tenir, la ligne du gouvernement et il faut céder et abroger ça». Mais est-ce que le pouvoir législatif est encore, capable de faire ça, de résister à la volonté du gouvernement? Autant je doute pas que la réforme puisse être discutée, amendée, et votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Pour ce qui est du Sénat, il faudrait que les attendez, je regardais les commentaires après. Il faudrait que le Sénat ou même juste les députés LR qui étaient prêts à voter la loi se disent: «Voilà, en fait, on avait des conditions, elles ont été rejetées et c'était pas le deal». Je pense pas qu'ils vont avoir assez de cran et de conscience pour dire: «Oui, on s'est fait avoir». Alors qu'ils a toutes leurs revendications, tout ce qu'ils avaient mis dans la loi, ça a sauté au Conseil constitutionnel. Si ces représentants du peuple, cessent de remplir leur rôle pour obéir définitivement aux ordres du monarque, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vous dirais bien: «Oui, je crois en la démocratie. Ah, j'aime la démocratie». Mais je pense malheureusement que les dés sont pipés. Les dés sont pipés, Liot va présenter la loi, tout va être fait, voter machin, amender et le Sénat va soit dire non à la loi, soit va faire comme il a fait pour, la loi de, comment dire? Il y avait une loi qui avait été présentée, dans ses con enfin, qui a été présentée en janvier, enfin janvier, avril, hem, 2017 à l'Assemblée nationale. La loi demandant le casier judivié vu je reprends, le casier judiciaire vierge pour les élus. Cette loi a été votée en première lecture à l'Assemblée. Elle est arrivée au Sénat. Elle n'a jamais pu passer le, elle n'a jamais été enfin, examinée au Sénat. Ils avaient je vous mets donc, un lien qui vous résume un peu la loi et je vous mets un lien vers justement la loi dont je vous parle. La proposition de loi qui est au Sénat et qui dort depuis le 2 avril 2017. Le Sénat peut décider de ne pas regarder cette loi. Il peut décider d'arriver, de voir la loi et de faire: «D'accord, rideau» et on ne la présente pas. Et ils sont même pas obligés. En France, le Sénat n'est même pas obligé d'examiner une loi. Si c'est pot Ça peut potentiellement faire, partie de ce que fera le Sénat. Ils peuvent ne rien regarder et dire, «Non, mais on la laisse dans un coin et puis on n'y revient jamais».
Et même s'ils décident donc de regarder, je vous rappelle que la réforme des retraites a été validée au Sénat. Je vous ai retrouvé les chiffres, 95 contre 195 contre 112. Il est quand même pas impossible que que la loi de Liot soit refusée à 195 contre 112. Je dis pas que c'est exactement ce qui va arriver. Il y a peut-être quelques personnes qui vont changer de camp ou faire semblant de changer de camp ou s'abstenir. Mais il y a au moins deux bonnes possibilités de ne pas voir cette loi passer le Sénat. Seulement, voilà, c'est un peu déprimant ce que je vous présente. Hem, mais sur toutes les prévisions que j'ai pu faire sur cette chaîne et qui se sont révélées justes, ça a toujours été mes prévisions les plus, comment dire? Les moins optimistes. Désolé. Et elles se sont quand même, et ça s'est quand même bien, bien vu. Donc, je veux pas faire les Cassandres de mauvais augure, mais ça passera pas. Et j'ai très, très peur de comment, ça va être, le mouvement social va réagir à ça. Et au-delà de ça, je pense que Macron et son gouvernement fait une énorme erreur et ne se rend pas compte à quel point ça ne va pas s'éteindre. Les gens ne on m'a souvent enfin, quand je discutais de ça, on me disait: «Oui, mais c'est comme le mariage pour tous, avant il y avait 1 million de personnes dans la rue, la loi a été votée, ils ont fait une deuxième manif derrière et puis terminé». Mais oui, mais la faim ne disparaît pas, la pauvreté ne disparaît pas. Vous la faites pas disparaître, avec une réforme qui va empirer la situation. Les revendications ne peuvent pas disparaître, les gens ont faim, les gens ont froid l'hiver. Les gens n'ont plus possibilité d'acheter assez à manger pour eux, pour leur famille. Ils n'ont plus la possibilité d'aller au cinéma, d'aller, prendre un café, des fois même. Ils sautent des repas et ça va pas disparaître avec la réforme. Ça va pas, même avec, si la loi, de Liot est est annulée, ça fera pas disparaître la faim des gens. Ça fera pas disparaître leur, ressenti, comme quoi leur démocratie est en train de s'effondrer. Et tout le monde s'aperçoit que la démocratie est en train de s'effondrer. Parce que c'est ça, dans Star Wars, vous voyez la démocratie s'éteindre sous un tonnerre d'applaudissements. Dans le monde réel, la démocratie, c'est un salami. Elle se fait réduire par tranches infimes. Il y a pas de moment où on voit plus, il y a pas de coup de couteau, franc sur lequel on peut dire: «Là, c'est la fin de la démocratie». Ça n'existe pas dans le réel, vous n'avez pas de moment où vous pouvez dire: «Là, c'est fini, c'est» non, c'est un ensemble de choses qui sont coupées, qui sont enlevées au peuple français. C'est un ensemble de petites réformes, de petits trucs, de petites choses qui vont transformer la belle république de la Constitution de 58 en une démocratie défaillante avec des moyens de surveillance accrus et des choses qui, à la base, les lois terroristes, c'était pour empêcher les gens de se faire assassiner. Et là, c'est utilisé pour quoi? C'est tenté d'être utilisé pour empêcher des manifestations avec des casseroles. Vous voyez un peu l'état de notre démocratie. Même les observateurs extérieurs à la France disent que nous sommes dans une démocratie défaillante. Ils vont arriver et dire: «On est quand même dans une des meilleures démocraties», mais c'est plus une démocratie au sens, 1er du terme. Enfin, je suis fou, défaillante ou oligarchique? Ça, c'est une, comment dire? Est-ce qu'une république peut être autre chose qu'une oligarchie? C'est un sujet de bac. Il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de la Ve République pour faire en sorte
de diminuer le côté oligarchique de notre République. Avant, les députés n'avaient pas d'indemnité de député. C'est parce qu'il fallait qu'il y ait des prolétaires à l'Assemblée nationale, qu'ils puissent vivre, que l'indemnité des députés a pu être votée. Et aussi qu'ils ne soient pas comme dans le film Le Président avec Jean Gabin, tous employés avec des conflits d'intérêts. Je vous conseille ce film et ce magnifique passage de l'Assemblée nationale. Vous devez le voir. Parce que je suis parti dans un tunnel, même si je l'avais un peu prévu, je vais prendre vos commentaires et tout ce que vous avez pu dire. Je suis désolé, j'ai fait un grand j'ai des collègues qui ont déchiré leur carte d'électeur, ce qui est une grosse connerie à mon sens. Ben non, on t'en file une à chaque nouvelle élection. Moi, je veux pas dénoncer, mais il y a quelqu'un qui s'est... Enfin, je veux pas dénoncer, je sais même plus qui c'est. Il y a quelqu'un dans une soirée qui me demandait si j'avais de quoi rouler. Je lui ai sorti ma carte d'électeur et il s'est servi de ma carte d'électeur pour faire des gens. Mais il faut pas le dire. Ça reste entre nous. C'est étrange, Macron a pourtant fait des maraudes en hiver, il devrait savoir pourtant, mais non, il ne voit que son jet privé et le fait que ses copains ne veulent plus venir en France. Oh, tout de suite, des maraudes en hiver. Mais là, dernièrement, il est sorti juste pour aller chanter, hein, je te rappelle. Non, 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 de toute façon, comme toutes les maraudes. Enfin, lui, il fait des maraudes juste pour aller bien avec son esprit chrétien, même s'il se prend pour Jésus. Voilà, c'est un peu ce que j'ai eu la force de préparer pour ce soir. Mes excuses. Je voulais faire plus. J'ai vu plein d'autres choses. Jésus, il sert le café. Ouais. J'ai vu plein d'autres informations que j'avais envie de vous présenter. Mais non, j'ai pas eu le temps ou la force de les préparer. J'ai pas eu le temps, la force de vous les présenter. Il y avait des trucs par rapport à Macron qui a déclaré que les stagiaires de terminale, enfin les stagiaires de bac pro seraient payés 50, 75 et 100 euros selon leur année d'études. Et que en plus, c'est l'État qui allait payer. Et les gens ont fait, bah, en fait, ça veut dire que l'État va payer pour que des mineurs travaillent gratuitement dans des entreprises. Euh, Il y avait plein de choses. Il y a un truc, je vous le donne pour la prochaine fois, histoire que vous soyez content de revenir. Une information qui est tombée juste tout à l'heure. La, le fonds Marianne, hein, cette grande blague qui a servi à donner plein d'argent à des associations proches de Marlène Schiappa. Il y a une information judiciaire il y a une enquête qui est ouverte. Ça, je voulais vous en parler ce soir, mais ce sera pour lundi. Parce que j'ai pas eu un peu la force de tout préparer. Je suis désolé, mea maxima culpa. Et parce que je vous ai un peu mis un énorme discours dans la tête, je vais vous laisser digérer tout ce que j'ai dit et je vais vous souhaiter une bonne soirée. C'était un peu court ce soir. La dernière pétition à monter. Ceux qui ont oublié d'aller la signer, faites-le. Vous prenez soin de vous. Si vous allez en manif, vous n'oubliez pas de vous préparer. Vous n'oubliez pas de partager ces vidéos et l'adresse de ce live à vos amis, à vos proches. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, euh, tout. Vous suivez, vous partagez comme d'habitude. Je vous fais confiance. Et je vous dis à lundi. Allez, promis, je prends soin de moi. Ciao.